Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur où nous recevons en duplex Vincent Gann, analyste chez FXCM. Bonjour Vincent. Bonjour Lucie, bonjour Fabrice, bonjour à tous. Alors on va parler ensemble de différents actifs. On va commencer par l'or. L'or, on a votre graphique, vous nous avez envoyé. On voit finalement on a eu une tendance baissière et puis là on a une petite mini phase de consolidation. Est-ce que vous estimez du coup qu'on va en sortir par le haut ou plutôt par le bas ? Alors c'est la grande question qu'on peut se poser de manière générale sur les métaux précieux. Qu'est-ce qui s'est passé sur les métaux précieux depuis le début de l'année? On a une phase de progression assez marquée au mois de janvier, d'ailleurs qui était assez surprenante. Et puis au moment où il y a eu un engouement très marqué, notamment pour les actions européennes, les métaux précieux ont subi plutôt un processus vendeur. Ces métaux précieux se sont stabilisés, notamment l'once d'or sur le très court terme, pour utiliser cette fois-ci des repères techniques, entre 1200 $ et 1220 $. Clairement, je pense que ce marché va. Oui, on vous écoute. Oui, ouais, excusez-moi. Et en fait, je pense clairement que ce marché de l'once d'or va rester neutre en attendant la publication donc, du rapport NFT, le fameux rapport sur le marché du travail, aux États-Unis vendredi prochain. Donc, dans quel sens ce marché va en sortir? Du point de vue des fondamentaux, il n'y a réellement aucune raison d'envisager un processus de forte hausse du prix des métaux précieux cette année. Je pense que ce positionnement vis-à-vis de l'once d'or dépendra essentiellement du positionnement vis-à-vis du dollar américain. Si les chiffres du marché du travail aux États-Unis sont solides, clairement, ça renforcera la possibilité de voir un scénario de hausse des taux d'intérêt aux États-Unis d'ici la fin de l'année 2015. Mais ça, globalement, ces anticipations, du point de vue des fondamentaux, sont plutôt baissières pour l'évolution du prix des métaux précieux. Donc, en tout cas, sur le court terme, nous sommes dans un range technique entre 1200 et 1220 $. Et le positionnement vis-à-vis du dollar US cette semaine influencera la sortie de ce range sur les métaux précieux. Pour le moment, et pour vous répondre, eh bien, je n'ai pas la réponse. Nous ne sommes pas sortis de ces bandes techniques. D'accord, donc pour l'instant, vous ne vous positionnez pas sur l'or, du coup. Vous restez à l'écart. Alors, écoutez, j'aurais tendance à conserver plutôt une vue de marché positive au-dessus des 1200 $. Il y a aussi une zone de soutien chartiste, d'ailleurs, je pense qu'il est assez apparent sur le graphique que je vous ai fait parvenir. Mais en l'état, je ne vais en effet pas me positionner sur le sens de sortie de ce range. Finalement, j'ai toujours pensé, moi, que l'opinion neutre était parfois un vrai choix de marché. Et là, pour le coup, mon conseil est réellement d'attendre la sortie de cet intervalle de prix. 1200, 1220 $ sur le prix de l'once d'or. Très bien. Vincent, on passe tout de suite au deuxième graphique, celui de l'Eurostock 50. Quelle est votre prévision, votre anticipation sur cet indice? Alors, l'Eurostock 50, vous le savez, c'est le benchmark pour se positionner vis-à-vis des actions européennes. Ces actions européennes qui ont bénéficié depuis le début d'année d'un très net arbitrage géographique sur les marchés actions internationaux. Donc, de manière générale, les marchés actions internationaux sont fermement haussiers. Les indices américains font des nouveaux sommets historiques. Je regardais encore hier l'indice Sensex de la bourse en Inde qui atteint pour la première fois les 30 000 points sur fond d'anticipation d'accélération de la croissance économique, sur fond de conjugaison des politiques monétaires accommodantes. Mais en ce qui concerne les actions européennes, que se passe-t-il cette semaine? C'est un processus de consolidation qui a débuté, qui n'est pas choquant. L'Eurostoxx 50 qui sert donc de référence sur les actions zone européenne, pour être un peu plus précis. C'est un indice qui avait donné un signal technique d'achat majeur au mois de janvier lorsqu'il avait franchi les 3300 points, qui était d'ailleurs à peu de choses près les sommets de l'année 2014, et il a atteint 3600 points. Alors voilà, nous avons depuis ce signal d'achat de janvier et l'annonce d'ailleurs du programme de quantitative easing de la Banque Centrale Européenne, 10% de progression. Nous sommes entrés dans une phase logique de prise de bénéfices et je pense que cet indice Eurostoxx 50 devrait rester sous pression en attendant demain la Banque Centrale Européenne et la conférence de presse de Mario Draghi. Est-ce qu'un intérêt acheteur va dans l'immédiat revenir sur les actions européennes d'ici la fin de semaine? C'est tout à fait possible. Et pour conclure justement sur cet indice Eurostoxx 50, ce que je vous invite à faire et ce que j'invite
les investisseurs et traders à faire, c'est à suivre un intervalle de prix support entre 3430 points et 3500 points. Et puis là, donc, observer si le marché commence à se stabiliser pour reprendre ensuite sa marche en avant, car clairement, mon anticipation sur les actions européennes, sur l'Eurostoxx 50, le CAC 40, les indices boursiers de manière générale en Europe, je pense que nous avons devant nous cette année de nouveaux plus hauts. D'accord, donc on peut se positionner donc, sur l'Eurostoxx 50 et jouer la hausse alors. On continue. Alors, mon conseil serait clairement d'attendre une stabilisation de ce marché entre 3430 points et 3500 points pour en effet se repositionner dans le sens de la tendance. Tout à fait. On passe aux indices. Alors, les indices, la performance des indices notamment sur une année. Tout à fait. Alors, en fait, le graphique, l'histogramme que je vous ai fait parvenir, c'est pas la performance sur une année glissante, c'est la performance depuis le 1er janvier, donc la performance year-to-date. Je reviens donc sur ce que je disais tout à l'heure, le fait que les actions zone européenne ont bénéficié d'un arbitrage géographique. Sur cet histogramme, elles sont comparées à la performance des actions britanniques et des actions américaines. Je crois avoir mis la performance de l'indice FTSE et l'indice Dow Jones des valeurs industrielles. Alors, on ne peut pas non plus comparer directement tous ces indices parce qu'ils ne sont pas libellés dans la même monnaie. Et quand bien même nous devrions exprimer par exemple la performance des actions européennes en dollars américains pour pouvoir les comparer directement avec par exemple la performance du Dow et du SP500, globalement les actions européennes ont quand même mieux performé que les actions US d'environ 3 ou 4%. Donc le spread n'est pas aussi marqué que sur l'histogramme que vous avez sous les yeux, mais de manière générale, ces actions européennes, je pense, vont continuer tout au long de l'année leur surperformance. D'accord, donc sur le podium, Vincent, on peut voir que l'Italie est en tête, suivie de l'Allemagne et du CAC, donc MIB, DAX, CAC. La barre bleue, à quoi elle correspond? SX5E, vous avez marqué? Alors, c'est vrai, SX5E, j'aurais dû être un peu plus explicite, c'est simplement le mnémonique de l'indice Eurostoxx 50. Ça permettait simplement de voir au sein même de la zone euro qu'il y a là aussi un arbitrage géographique. Clairement, les investisseurs se sont positionnés sur les indices boursiers qui sont le plus composés d'actions industrielles de la zone euro, les indices boursiers qui sont le plus composés de grands exportateurs au sein de la zone euro, ou encore les entreprises dont le cœur business repose sur la consommation discrétionnaire au sein de la zone euro. Et clairement, on a pu voir que le marché avait fait le choix, notamment du marché action allemand, l'Italie, aussi la France, avec plutôt encore du retard sur l'IBEX, l'indice espagnol. Et voilà, ça permettait de voir que globalement tous les indices ont bien performé, mais qu'il y a quand même une hiérarchie au sein même de la zone euro. Et dernière question, on voit que le FTSE est à la traîne. Là aussi, c'est l'effet de devise ou on peut s'attendre à un rattrapage justement de l'indice britannique? Alors ça, c'est la grande question. Moi, je pense que l'indice britannique finira lui aussi par dépasser ses sommets historiques. Alors ce qui est très intéressant, là, je ne vous ai pas fait parvenir un graphique de l'indice FTSE, mais lui aussi teste au niveau actuel ses sommets historiques. D'ailleurs, le niveau actuel des prix pour le FTSE, c'était globalement les sommets de l'année 2000, les sommets de l'année 2007 et aussi les sommets de l'année 2014. Et je pense qu'en effet, l'indice FTSE finira lui aussi par donner un ferme signal d'achat et à s'apprécier davantage. Alors, y a-t-il un effet de devise? Probablement. On sait que la livre sterling s'est renforcée face à l'euro. On sait que la livre sterling, de manière générale, est vigoureuse sur le marché d'échange, notamment sur l'année 2014. Alors, elle ne l'est plus, en fait, face au dollar américain depuis l'été dernier. Mais globalement, la livre sterling reste une monnaie forte sur le marché d'échange. Et oui, je pense que l'indice FTSE, lui aussi, finira par dépasser ce sommet historique. L'Allemagne, l'Italie, ça ressemble un peu à une Coupe du Monde de football, ça, avec le trio de tête Italie, Allemagne, France. Merci beaucoup, Vincent Gane, donc analyste chez FXCM. On marque une pause et on se retrouve tout de suite.